Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur votre carrière dans le doublage. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a donné envie de devenir comédienne ? Alors moi mon cas est un peu, je sais pas qu'il est particulier, mais j'ai pas eu une vocation très précoce. Il y en a plein qui disent dès mes 3 ans, depuis toute petite, c'est pas du tout mon cas. D'accord. Je veux dire que le concept de comédien m'était un peu étranger même en fait. Okay. J'étais complètement fascinée par les personnages. Moi je voulais me marier avec Zorro par exemple. D'accord. Mais j'ai jamais su quel était le nom de l'acteur qui jouait Zorro. D'accord. Je voulais me marier avec Thierry Lafond aussi. J'ai appris très très tard, après que l'acteur s'appelait Jean-Claude Drouot. Je voulais aussi me marier avec Nounours et je ne sais pas quel est le nom du marionnettiste. Voilà, c'est un peu ça. Donc en fait, moi j'ai toujours été beaucoup plus accro aux histoires. J'étais une cinéphile toute petite parce que j'étais assez solitaire, donc j'étais bercée par le ciné-club, par le cinéma de minuit, donc tous les films de Capra, de Lubitsch. Tous les films d'Hitchcock que j'adorais, mais c'est vrai que moi j'étais complètement fascinée par les histoires et les personnages. D'accord. La magie qu'il y avait derrière, je cherchais pas trop à savoir. Ok. Ça m'a duré longtemps. Moi j'ai rêvé pendant des années que Luke Skywalker venait me chercher au fond de mon potager. Mais bon, il n'est jamais venu, c'est pas grave. Mais voilà, mais les histoires de Mark Hamill, je m'en fichais. Je trouvais que la vie de Mark Hamill était beaucoup moins passionnante que celle de Luke Skywalker. Donc ça a mis très 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 longtemps à faire son chemin. Moi je voulais devenir cosmonaute. Bon, ça n'a pas marché. Voilà. Puis quand j'ai eu 16 ans, j'ai vu une pièce de théâtre qui m'a littéralement bouleversée, qui s'appelait La Résistible Ascension d'Arturo Ui. Et là j'ai vu une troupe. J'ai vu une troupe qui me racontait une histoire. Qui était là en live, qui me renvoyait des émotions. Il y avait de la musique et c'était magnifique. À la fin, il saluait tous avec humilité et en même temps avec la beauté de ce groupe. Enfin, il y avait une espèce de chose comme ça qui se dégageait de cette scène. Et je me suis dit, c'est là que je veux être. Voilà. J'ai eu la révélation, un peu comme Claudel derrière son pilier à 16 ans. Voilà. Ok. Et du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans votre carrière de comédienne ? Alors, le doublage est arrivé tard. On me l'a fait assez comprendre. J'avais 34 ans, il me semble. En tout cas, c'était en 1998. D'accord. Bon, j'avais déjà pas mal écumé quand même les scènes de théâtre. Et puis, un jour, mon compagnon me dit l'assistante d'Hervé Kovic recherche des comédiens français qui parlent anglais pour doubler des caldoches, donc des Français avec accent pour une production néo-calédonienne et australienne. Donc du coup je me suis pointée, je savais même pas du tout comment ça marchait quoi. C'est-à-dire merci à Carlo Franck qui était dans la cabane et qui me totalement comme les gamins parce que du coup c'était le grand plongeon et en anglais en plus. Ah oui. Là c'était assez drôle. Et mais bon, c'était des ambiances, ça va, j'étais pas toute seule. Donc on faisait des caldoches, on faisait des femmes canaques, des pleureuses. Donc tout de suite ça a été très organique. Ouais. Ça a été le grand plongeon parce que d'une part je le faisais dans une langue qui n'était quand même pas ma langue maternelle et en plus de ça il y avait beaucoup de choses très organiques à jouer, des pleurs, des cris, donc je trouve que c'était plutôt bien, j'ai eu cette chance-là parce que ça m'a prouvé en fait qu'au micro, avant d'essayer d'être synchrone, il fallait jouer. Ouais. Je crois que ça m'a rendu énormément de service. C'est clair. Depuis, vous avez doublé un certain nombre de comédiennes. C'est par exemple le cas de la comédienne Rachel Griffiths, que vous avez doublé pour la première fois dans la série Six Feet Under dans le rôle de Brenda. Tu es en colère contre lui ou contre le fait que nous allons tous mourir ? T'es psy ? Mon grand Dieu, non. Quelle horreur. Mon père et ma mère le sont. Alors, de quoi d'autre as-tu envie de parler ? Comment se sont passés les premiers jours du doublage sur cette série ? C'était magique. C'était magique. D'abord, c'était avec Georges Caudron, qu'on regrette énormément et qui nous manque beaucoup. Et donc, il nous appelle comme ça au mois d'août. C'était les vacances. Nous, on était à l'île d'Oléron avec notre première fille, Alice, qui fait beaucoup de doublage maintenant.
qui était encore en culotte courte. Et puis Georges nous dit, j'ai une série magnifique qui vient d'arriver, là j'ai les 3 premiers épisodes. Est-ce que vous accepteriez de sacrifier quelques jours de vos vacances pour revenir, pour doubler les premiers épisodes? Parce que là j'ai l'impression qu'on tient quelque chose de magnifique. Et puis, du coup, évidemment, on y est allé. Et au départ, moi, la mienne, je ne savais pas qu'elle allait s'installer comme ça. Oui. C'est une rencontre furtive dans un avion. Elle n'était peut-être pas forcément censée rester, d'autant plus que ça a été un coup de bol absolument incroyable. On n'avait jamais travaillé ensemble avec Georges. D'accord. C'est Pauline Bonnel, qui l'assistait à l'époque, qui a dit tu devrais tester Anne Massoteau sur cette comédienne, il y a quelque chose de familier dans le nez, dans le profil ou dans je ne sais pas quoi. Ok. Et du coup, Georges, qui était très aventurier, fait d'accord, il n'y a pas de problème. Et quand j'ai vu Rachel Griffiths à l'image, j'ai trouvé cette comédienne absolument dingue, mais vocalement, elle était quand même nettement plus dans la cave que moi. Je me dis, mon Dieu, comment je vais la remplir? Et puis finalement, Georges m'a énormément aidé. Il m'a aidé justement à la remplir, parce qu'il fallait aussi, on n'a pas du tout le même gabarit, on n'a pas le même timbre vocal à la base. Si même maintenant avec la vieillesse, le timbre commence à descendre un peu. Donc Georges a été un guide absolument incroyable. Et puis après, c'est que du bonheur, parce que quand on rentre dans les pas d'une comédienne pareille, et d'un personnage pareil, c'est le personnage qu'elle avait construit, c'est cadeau, c'est que du bonheur. On ne peut pas y aller qu'à la moitié, on ne peut pas rester à la marge, il faut vraiment foncer complètement. Et ce rôle m'a fait grandir énormément aussi au théâtre. D'accord. Parce que de temps en temps, je me retrouvais en répétition et puis je disais des trucs. Je me dis, mais Brenda aurait pu faire ça. Brenda aurait pu dire comme si quelque chose était un petit peu resté. Ouais. En fait, comme si tous les personnages qu'on doublait, auxquels on s'attache énormément, finalement, il y a des petites choses qui persistent en nous de temps en temps et qui nous échappent de temps en temps, qui nous échappent et qui nous enrichissent. Et donc forcément le personnage de Brenda, pour ça, c'était magnifique. Quelle chance qu'il y ait eu Pauline qui souffle à l'oreille de Georges. Merci Pauline, merci Pauline. Justement, seulement quelques années après la fin de cette série, donc vous l'avez retrouvée sur une série tout aussi fabuleuse que Six Feet Under, la série familiale et dramatique Brother and Sister, dans le rôle de Sarah. Il a demandé à Kevin un don de sperme, mais il refuse de l'aider. Non, ça n'a rien à voir, je n'ai pas Kevin a refusé, soudain mais... décidé que c'était son rôle de sauver la famille américaine traditionnelle, ce qui est étrange étant donné qu'il est là avec son petit ami. Quelle est ton opinion sur le sujet, Kitty? Je crois que j'ai besoin d'un coup de main. Alors avec ce rôle, vous avez pu explorer toute une palette de jeux. Est-ce que sur certaines scènes vous ont marqué plus que d'autres? Certaines scènes qui m'ont marqué plus que d'autres dans Brothers and Sisters. Je sais pas, parce que c'était une comédie et souvent chaque scène était extrêmement bien écrite. Est-ce qu'il y a des scènes qui m'ont marqué plus que d'autres? Je me souviens d'une scène de colère absolument incroyable où elle défonçait un mur en plaque-au-plâtre, ça j'ai adoré le jouer. Je me souviens, mais alors là c'est pas une histoire de scène, c'est une histoire de circonstances. Ouais. Mais j'ai adoré le faire malgré la difficulté, parce que c'est une séance que j'ai enregistrée avec lui. J'ai longtemps été, je suis toujours un peu, mais beaucoup moins, une migraineuse atteinte de crise vraiment sévère. D'accord. Et ce jour-là, il y avait un épisode à enregistrer qui était une espèce de road movie, notamment avec le personnage de... Ça y est, ma mémoire. Kevin. Oh, tout à fait. Voilà, avec le personnage de Kevin, avec le personnage de Pascal aussi. Je ne me souviens plus des noms. C'est voilà, bref. Justin. Voilà. Justin et Kevin. Voilà. Ils partaient tous les trois comme ça dans une espèce de road movie, justement à la recherche de la maîtresse, de la fameuse maîtresse, de savoir qui est cet enfant. Et c'était un épisode pour moi extraordinaire, parce qu'il y avait un tel lien entre ces trois acteurs, et en plus on s'entendait très bien en plateau, donc c'était vraiment un pur bonheur à faire. Je dois dire qu'ils m'ont tous aidé, parce que je suis arrivée avec une migraine mais terrifiante, et ça s'est bien passé. Un jour, fiston, tout ceci t'appartiendra. Vous y voilà, Tommy, 800 km et 2 voitures plus tard, c'est bon? T'es content?
Ouais, on peut repartir, on en a assez vu. Allez, tu viens, on a une longue route devant nous. Comment il a pu être aussi stupide? Non, toi, comment t'as pu Mais non, l'être? veilleuse, tu veux? Ça va. Ça s'est bien passé parce que je pense qu'il y a une espèce de solidarité là tout d'un coup qui s'est créée entre nous trois. Et même aussi avec la DA qui était assez compréhensive. Et du coup, ça s'est fait. Et c'est fou parce que le mystère du corps humain, c'est-à-dire qu'à la barre, tout allait très bien, la migraine disparaissait, et dès que je m'arrêtais, c'était l'enfer. Oui. Donc en fait, surtout sur Brother and Sister, j'ai le souvenir de ça, de ce moment-là qui a été assez fort. Ok, bon. Du coup, vous répondez à la question suivante qui était est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter sur le doublage de la série, donc c'est parfait. Bah voilà. Deux en un. Vous l'avez ensuite retrouvé en 2020 dans la série The Wild, dans un rôle complètement différent. Oui, ça j'ai adoré, elle était folle, elle était déjà très borderline dans Six Feet Under, mais là en plus elle faisait la grande méchante et c'est forcément très excitant de jouer les grands méchants. La vache, Alex est incompétent. C'est peut-être tous ces produits pour les cheveux qui s'infiltrent dans les plis de son cerveau. J'avais prévu la moindre éventualité et voilà. C'est pas quelque chose que vous auriez pu prévoir. Les chances qu'une de ces filles s'allonge dans la forêt et regarde le ciel dans la direction exacte où Alex se cachait auraient dû être... Zéro, je sais. Mais la chance ne semble pas être de notre côté ces jours-ci. Dans la série Castle, c'est l'actrice Stana Katic que vous doubliez dans le rôle de Kate Beckett. Quel souvenir vous gardez de la série et de votre doublage avec cette comédienne? C'était une très chouette série. Assez vite, on avait deviné en plateau que ça allait cartonner, puisque c'est une recette qui nous manquait un petit peu et qui nous rappelait les belles heures de Clair de Lune dans les années 80. Donc on a assez vite vu que d'abord c'est l'histoire éternelle du clown blanc et puis de l'Auguste. Donc ça fonctionne toujours. Et en plus, je trouve qu'il y avait une chimie à l'époque entre les deux acteurs qui fonctionnait très bien. Bon, après, c'était effectivement des schémas classiques d'enquête policière, mais le ton quand même était particulièrement élevé, particulièrement sympathique. Franchement, on a vite vu assez vite que ça allait bien marcher. Ça y est, on a peut-être une piste. Mickey Carlson, un livreur. Les Dyson et Michel Langford font partie de sa liste de destinataires. Le livreur, je le savais. Bref, il n'est pas venu ce matin. Ils ont dû le remplacer. Cette candidature n'a pas d'adresse. Vous en avez une? Il nous en a jamais donné, et je comprends pourquoi. Et c'est vrai que ça a été quand même un bonheur de doubler cette série. Et en plus, c'est vrai qu'on l'a enregistrée à deux avec Guillaume. Ouais. Donc c'est pas un mystère si je dis évidemment que c'est mon mari et mon ami. Donc les parties de ping-pong entre les deux étaient assez instinctives. Voilà, donc ça c'était vraiment très très chouette à faire. Après, oui, les 2 dernières saisons, ça commençait un petit peu à s'effilocher. On sentait bien que, sans même qu'on nous le dise, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre les deux comédiens, puisque le scénario faisait en sorte qu'ils ne se retrouvent quasiment jamais ensemble. Ça se faisait par d'appels téléphoniques entre eux, ils enquêtaient sur des histoires différentes, on leur donnait des assistants à chacun. Et ça après, n'a plus la même magie que dans les premières saisons. Ça n'a plus la même magie, on sentait que tout traînait en longueur, qu'ils essayaient de trouver une recette pour que ça reprenne. La mienne, il était question effectivement qu'il la vire et que ça continue avec Castle tout court. La fanbase a mis son veto et puis finalement ça s'arrêtait comme ça. Ça s'arrêtait comme ça. Comme elle est sans papier, il n'y a quasiment aucun dossier sur elle. Mais j'ai pu découvrir qu'elle bossait au noir dans une entreprise de nettoyage. Alors, il y a une dizaine de jours, elle n'est pas allée au travail et elle n'a pas été vue depuis... Tu vas bien? Oui, il s'est passé une chose très bizarre tout à l'heure à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Les Experts Miami, vous prêtiez votre voix au personnage de Natalia Boavista, interprétée par l'actrice Eva Larue, durant 132 épisodes. Est-ce que les séries criminelles, c'est aussi palpitant à jouer que, par exemple, le rôle de Sarah ou de Brenda? Moi, je dis que c'est surtout l'ambiance en plateau qui est sympathique. Parce qu'au bout d'un moment, moi, je m'amusais à... Elle est adorable, hein. Je l'ai rencontrée au Ritz TF1, nous avait organisé une interview comme ça au Ritz. Vous n'êtes la propriété de personne, Angela. Je sais ce que vous ressentez. Cette peur qui vous colle au ventre. Ne plongez pas à sa place.
C'est toi qui as la trouille. Ah oui? Moi, j'ai pas peur. Si c'était vrai, vous n'auriez pas tué pour ce type. Mais je pense que ce qui était intéressant surtout, effectivement, c'est comme ce sont des séries de longue haleine, enfin sur vraiment qui durent longtemps, et à l'époque on pouvait enregistrer ensemble. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'on forme une petite famille en plateau. Et c'est pas désagréable du tout. Ça c'est bien. Cette espèce de chose, ce petit rendez-vous comme ça qu'on avait à chaque fois. Et puis ça oblige à une certaine gymnastique mentale aussi. D'accord. Parce qu'il faut faire passer des choses, il faut rendre des choses un petit peu, il faut incarner des choses qui sont pas évidentes. Effectivement, dire la balle était de 16 mm et atteindre machin, etc. Il faut le rendre vivant. Bah oui. Et c'est un exercice. Ça s'invente pas parce que nous, les comédiens, au théâtre en tout cas, on n'a pas été formés pour ça. Nous, on a été formés pour la trahison de Phèdre. On a été formés pour on n'a pas été formés pour dire. Enfin, quand on n'a pas fait d'image, moi, j'en ai quasiment pas fait. Donc, c'est vrai que j'ai pas été formée pour dire passe-moi le beurre ou la balle faisait un calibre de 16 mm et la victime a été touchée à droite du cœur. Enfin, j'ai pas été formée pour. Donc, effectivement, c'est une école. C'est plutôt impressionnant parce que ça fait que quelques semaines qu'il a été blessé. On dirait qu'il y a des brins d'herbe dans la plaie. Et apparemment, une aile d'insecte. C'est pas un peu tôt pour une infestation? Les insectes sont attirés par les hydrocarbures libérés post-mortem. C'est une réaction pratiquement immédiate. En 2022, on a pu vous retrouver sur la série Devil in Ohio, dans laquelle vous doublez l'actrice Émilie Deschanel dans le rôle de Suzanne. Comment est-ce que vous êtes retrouvée sur le doublage de cette série et qu'est-ce que vous avez pensé du rôle de Suzanne et de la série? Alors moi je pense que si je me suis retrouvée sur le doublage de cette série, c'est parce que sa voix officielle était à Avignon, je suppose. Hein. Voilà. Et puis c'est donc Ninou qui dirigeait la série, avec qui on avait déjà bien travaillé, donc j'étais complètement en confiance. Et comment j'ai abordé la série, ma foi, comme toute série, c'est-à-dire que je me suis imprégnée du mieux possible de la situation, du regard de la comédienne, de cette maman. C'est pas difficile, hein, de cette maman qui tout d'un coup va être complètement fascinée par cette jeune femme, ce qu'elle a vécu en miroir, puisqu'elle aussi a vécu la même situation de maltraitance. Donc du coup, il y avait quelque chose de très intéressant à jouer à ce niveau-là, dans cette espèce d'empathie un peu dangereuse, justement, et ça c'est intéressant à jouer aussi, cette espèce d'aveuglement par rapport à ses propres enfants et par rapport à sa propre famille. Et puis finalement, cette espèce de... Bon, je ne veux pas de spoiler, il ne faut pas exagérer, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais en tout cas, c'était intéressant effectivement d'aller dans ces zones-là. Mais je sais que c'est difficile de ne pas se sentir coupable quand notre famille traverse une crise. Et ce n'est pas de ta faute si ta famille est brisée. C'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre. Dans les séries Supergirl, Flash et Arrow, vous doublez l'actrice Audrey Marie Anderson dans le rôle de Lila Michaels. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les super-héros? Mais elle n'est pas restée suffisamment longtemps super-héros. Moi, j'aurais voulu. Elle est juste devenue super-héros que dans le crossover. Ah non, mais moi, j'aurais bien voulu. Franchement, j'aurais bien voulu qu'elle reste comme ça, qu'elle reste Harbinger ad vitam et qu'elle fasse... c'est très drôle. C'est de la BD. C'est de la BD, il faut... faut le prendre pour ce que c'est. Mais franchement, moi je trouve que jouer les super-héros, c'est sympathique. Les années 50. C'était eux? À Redmond, c'est ça, le gouvernement voulait brouiller les pistes. En 1951, ils sont apparus durant des circonstances similaires. Crash d'un vaisseau spatial. Peu ou pas de communication. Nous savions qu'ils enlevaient des humains pour étudier notre espèce.
Pendant l'attaque, des centaines de soldats ont trouvé la mort. Au cinéma, l'actrice que vous avez le plus doublée, c'est Judy Greer. Oui, notamment dans les films Jurassic World, Ant-Man, 27 robes ou encore Carrie la Vengeance, entre autres. Est-ce que vous êtes toujours à l'aise avec cette comédienne à la barre? Mais oui, j'ai l'impression qu'on est cousines en fait. Je l'adore parce que c'est quelqu'un qui a un registre un petit peu aigre-doux, doux amer, qui manie ça, cet équilibre entre le drame et la comédie avec beaucoup de finesse. Et moi, ça, j'adore. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. En plus, elle est souvent, et d'ailleurs elle a écrit un bouquin dessus, la meilleure amie. Il y a une expression maintenant aux États-Unis, d'ailleurs dans Crazy Ex-Girlfriends, ils en parlent. You are my Judy Greer. C'est-à-dire, tu es ma meilleure copine. C'est fou. Cherche un appartement, trouve un travail, paie la pension. Et là, on reparlera de ton droit de visite, c'est promis. Tu es un héros pour elle. Deviens ce personnage de légende auquel elle croit. Merci beaucoup Anne de m'avoir accordé cette interview. Je suis très content d'avoir pu échanger avec vous sur votre expérience dans le doublage. Que nous dirait Natalia Boavista pour terminer cette interview? Je pense qu'il faut appeler Horatio.